Quel est votre sentiment, Majid Sirassine, par rapport à cette série d'assassinats? Il y a à la fois la tristesse, la colère et le dénuement, parce que ces tragédies se répètent depuis plusieurs années. On a tous en mémoire l'assassinat du père Hamel dans son église en Seine-Maritime. Et là, aujourd'hui, on voit que 3 croyants ont été malheureusement exécutés de la plus horrible des manières par un homme de 22 ans dont les motivations sont visiblement un pseudo-djihadisme, comme c'est souvent le cas, euh, sans que tout ce qu'on ait pu tenter, tout ce qu'on ait pu faire ne puisse ralentir ou empêcher la survenue de ce genre d'incident. On se sent évidemment interpellé en tant que citoyen français, mais aussi en tant qu'individu de conviction et de culture musulmane, bien qu'il n'y ait pas d'excuses à formuler ou d'amalgame à faire. C'est surtout cela dont il faut se défendre, de cette tendance qui peut naître au sein de la population, De au sein culpabilité? de demander, de formuler des injonctions d'excuses ou la tentation de l'amalgame pour ceux qui pourraient penser par raccourci. La faute à qui, docteur Sirassine? Chercher un responsable, c'est très compliqué. C'est la faute à tout le monde et c'est la faute à personne. C'est la faute à ceux qui, dans les années 80, ont laissé prospérer l'islamisme. C'est la faute à ceux qui ont collaboré avec les monarchies du Golfe, qui sont des grands financeurs de l'islamisme international. C'est la faute à ceux qui n'ont pas eu le courage de s'opposer, alors que ce soit des individus, des institutions. C'est la faute à ceux qui ont bousculé des équilibres géopolitiques en bombardant la Libye, en bombardant la Syrie, en bombardant l'Irak, sans chercher à susciter d'autres formes d'alternance politique que la guerre. On voit bien les conséquences qu'ont eu la chute aujourd'hui, a posteriori, de la chute du régime irakien. On voit bien que la chute du régime libyen, quels que pu être les motifs, qui étaient peut-être légitimes, ont eu comme conséquence sur la déstabilisation du Sahel. On voit bien aussi qu'est-ce qui aurait pu arriver si Bachar el-Assad, qu'on est loin de soutenir, était tombé. Qu'est-ce qui lui aurait succédé? On serait probablement trouvé dans une situation à l'irakienne. C'est la faute à ce drame dans ces pays où on n'arrive pas à rentrer dans une modernité. La modernité s'accompagne forcément d'un régime démocratique. On a beaucoup entendu parler depuis quelques années de cet islamisme qu'on dit radical. J'ai même entendu, je crois, hier, un membre du gouvernement parler d'islamisme fasciste. On peut demander à une religion de s'inscrire dans les règles de la République. Je crois que les 3 grandes religions monothéistes en France s'inscrivent toutes dans un cadre républicain. Les dérives qui sont constatées, puisqu'on veut parler de l'islam, sont le propre de minorités. On le sait bien, sur 5 millions de musulmans, il n'y a pas 5 millions de djihadistes prêts à égorger ou à se faire sauter dans un établissement. Il faut rester lucide et raisonnable. C'est à l'État, c'est aux forces de police, c'est au ministère de l'Intérieur euh, de faire cesser les dérives qui peuvent être constatées, et c'est là où doit s'exercer le pouvoir régalien. Peut-être que le pouvoir régalien ne s'est pas suffisamment exprimé, qu'il y a eu quelques faiblesses, quelques négligences, ça sans doute, mais ce n'est pas aux musulmans eux-mêmes de faire la police, ils n'en auraient pas les moyens. Au lendemain de l'assassinat d'Hervé Gourdelia en 2014, vous aviez fait paraître un courrier signé par un certain nombre de musulmans de France, entre autres, à l'issue de cet assassinat déjà lâche, effectivement des mesures qui avaient été prises par François Hollande, qui était le président de la République de l'époque, mesures que vous qualifiez vous-même de mesurettes. Pourquoi? C'était quoi les mesures qui ont été prises à l'époque? Il n'y a aucune mesure qui a été prise à l'époque, puisque la seule qu'on avait proposée, c'était la déchéance de la nationalité, qui était totalement inconstitutionnelle, et tout cela n'avait débouché sur rien. De toutes les propositions que nous avons formulées, aucune n'a été retenue, et nous n'avons eu comme paiement de notre engagement que cette proposition insultante de déchéance de la nationalité, qui n'était pas réalisable de toute façon. Cette prise de parole n'était pas la dernière, puisqu'en 2016, j'étais signataire de l'appel des 41, où elle est justement encore à l'occasion d'un drame, l'assassinat du père Hamel, et on voit bien que depuis, rien n'a progressé. On a tenté de ressusciter la Fondation de l'Islam de France. On avait mis à sa tête Jean-Pierre Chevènement, qui est un personnage éminemment respectable, mais qui malheureusement n'était peut-être pas celui qui devait prendre la direction de cette fondation.
Euh, on n'a pas su, on n'a pas su réagir. Depuis 2016, beaucoup de temps sont passés, beaucoup de choses auraient pu être faites. Et cette perte de temps, nous la payons cruellement. Il faut complètement rebooter le logiciel de la lutte contre l'islamisme radical. Choisir des moyens de contre-communiquer, de développer un contre-discours. Et à ce jour, on vient seulement d'entendre Marlène Schiappa évoquant le contre-discours républicain sur le net. Alors, ça devrait être fait depuis 4 ans. On ne peut espérer s'adresser aux jeunes qui sont sensibles d'être séduits par les sirènes de cet islamisme violent en faisant passer sur des plateaux de télévision qu'ils ne regardent pas, des chroniqueurs fielleux, des imams qui ne représentent qu'eux-mêmes, ou des sachants qui se rengorgent de ce qu'ils connaissent et qu'ils ont appris à l'université. Voilà. C'est sûrement pas de cette manière-là qu'on va pouvoir entrer en contact et donner une culture, aider un chemin à suivre à des jeunes gens qui sont en déshérence et qui sont perdus. Vous qui évoquiez déjà le plafond de verre dans certaines, pour les personnes dites d'origine étrangère, et c'est un des dossiers que vous portez aussi à bras le corps, c'est la reconnaissance du statut des médecins étrangers. Vous évoquiez déjà dans cette situation le plafond de verre, vous vous autorisez même à parler de plafond de verre sur cette question de visibilité des musulmans de France qui sont des citoyens français avant toute chose. Écoutez, moi j'ai pour postulat, un de mes postulats, c'est que les gens ont besoin de modèles. Ils ont besoin de miroirs dans lesquels ils se reconnaissent. Si on donne à la jeunesse des visages auxquels ils ont envie de ressembler, peut-être trouveront-ils un autre chemin que celui qu'ils empruntent. Peut-être trouveront-ils des raisons d'espérer et de croire en un avenir meilleur. Ils ont besoin de voir les réussites de tous ces enfants d'immigration coloniale. Il y en a un nombre conséquent. Pour cela, il faut qu'on les montre, qu'on les mette en valeur, qu'on les voit dans les conseils d'administration, qu'on les voit sur les plateaux de télévision, qu'on les voit dans les nominations qui sont faites, pour que ces jeunes gens trouvent des phares auxquels s'accrocher pour avancer, pour avoir des perspectives. Et on en est bien loin, même si beaucoup de choses ont changé en plus de 10 ans, mais on a encore tant de chemin à faire. Vous dites qu'il y a un véritable enjeu pédagogique, notamment vers la jeunesse, sur ce qui concerne la laïcité et la singularité française qui tient à des raisons historiques. Alors, le gouvernement a par exemple nommé récemment un conseil des sages qui travaille sur ce dossier de laïcité. Vous pensez que c'est une mesure qui mérite d'exister ? Écoutez, je crois qu'il y a déjà assez de conseils, il y a déjà eu assez de commissions sur ces questions-là. On a au Conseil de la laïcité qui est contesté aujourd'hui, animé par Jean-Louis Bianco et dont le rapporteur est Nicolas Cadenne, dont je ne suis pas sûr qu'ils aient fait un mauvais travail. Je crois qu'il faut développer un effort d'explication sur ce qu'est la laïcité française. C'est très particulier, c'est propre à la France, parce que le réflexe des musulmans de France, c'est de comparer leur situation avec celle qui pourrait être la leur en Angleterre ou ailleurs, dans des pays anglo-saxons. Et il faut bien comprendre que la culture française est totalement différente et que la laïcité française s'est construite dans un contexte historique d'opposition à l'Église. Et que il ne faut pas que nos concitoyens oublient eux aussi que la séparation de l'Église a été très très violente. On arrachait les crucifix dans les églises, dans les écoles. On voulait manger de la calotte. C'était extrêmement violent. Donc il faut que cette histoire-là soit enseignée aux enfants. Ce n'est pas le cas dans les écoles. Peut-être qu'il y a un travail à faire. Il faut aussi qu'elle soit enseignée aux adultes, notamment aux néo-français ou aux néo-immigrants qui ne connaissent pas la réalité de la situation française et de son histoire. Je crois qu'on a commencé à innover en ce domaine en faisant prêter un serment à ceux qui entraient dans la nationalité française. Peut-être, ou sûrement même, que tout immigrant qui se ferait remettre une carte de séjour devrait bénéficier d'une formation afin qu'on lui explique comment fonctionne la France, quelle est son histoire, qu'est-ce que la laïcité, qu'est-ce que la République, qu'est-ce que la séparation des pouvoirs, pour qu'on comprenne que les choses sont bien différentes avec le pays d'origine, où le pouvoir exécutif ne peut pas intervenir sur le pouvoir judiciaire, qu'il existe une liberté de la presse et que l'État ne peut intervenir là-dessus. Toutes ces choses-là qui nous semblent à nous si évidentes ne le sont pas pour un certain nombre de gens. Alors, les extrêmes, le parti de droite appelle même effectivement à remettre sur le tapis le spectre de la peur de l'étranger, de l'immigrant, en disant
on est dans cette situation, tout simplement, c'est la résultante d'une situation, d'une politique migratoire déraisonnée. Écoutez, ça, c'est ce qu'on appelle des bouts de feu. Ce sont des propos totalement irresponsables. Certains propos nous feraient sortir de l'état de droit. Et je crois que la République française, elle est forte de ses lois, de son histoire, de sa constitution. Et il faut surtout s'arc-bouter à ses principes. Dans ces périodes où le bateau tangue, c'est là où on voit les marins d'opérette. Ceux qui ne savent pas tenir la barre en restant fermes sur les convictions. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'émotion, nous sommes tous émus, que nous devons perdre notre sens des responsabilités. Inviter à la création de milices ou demander à ce qu'on utilise des règles qui sont réservées à l'état de guerre, ou voire même au-delà de l'état de guerre, parce que même dans l'état de guerre, il y a des règles et des lois. C'est totalement malvenu de la part de responsables politiques. La fermeture des mosquées ou l'arrêt de subvention, la suspension de subventions à des associations dites cultuelles, pour vous, semble être des bonnes mesures? Je pense que ce n'est pas une bonne idée de fermer une mosquée. D'une part, parce qu'il y a très peu de lieux de culte. Et quand on ferme les lieux de culte, les gens retournent vers l'islam des caves. Et les musulmans de France ont eu tant de mal à en sortir qu'il ne faut pas repartir en arrière. Si une fermeture de mosquée s'impose, elle doit être le plus bref possible pour donner le temps aux gens qui fréquentent cette mosquée de changer d'exécutif pour diriger la mosquée. C'est l'exécutif qui doit être puni, pas les croyants qui viennent y prier, surtout ceux qui prient de bonne foi. Je pense que ceci ne fera sûrement pas avancer les choses. Quant aux subventions versées à des associations culturelles, là-dessus, il n'y a pas de débat à avoir. Si on verse des subventions à des associations qui tiennent des propos hors la loi, illégaux, ou pire, appelant à des violences, au meurtre ou je ne sais quoi, il n'y a aucune raison de subventionner ces associations et il faut engager des procédures judiciaires contre les dirigeants de cette association. Dès le moment où on sort de la loi, la force de la loi doit s'appliquer avec toute sa rigueur et toute sa justice. On évoquait un peu plus tôt le rôle des réseaux sociaux, que ce soit effectivement dans l'incitation à la haine. Les réseaux sociaux sont une espèce de foire à tout. C'est extrêmement compliqué de mettre en place des régulations parce que de toute façon, les réseaux sociaux ne sont pas des produits français. Malheureusement, nous avons raté cette phase du développement de l'Internet. Néanmoins, là où on peut agir, c'est sur la vigilance. On a bien vu que la plateforme Pharos était sous-dotée en moyens. On doit être extrêmement vigilant. On doit pouvoir retrouver la trace de ceux qui appellent à la haine et au meurtre quand ceux-ci sont sur le territoire français. C'est plus compliqué quand ils sont dans d'autres États. Néanmoins, on doit pouvoir bloquer leurs accès. On doit pouvoir identifier ceux qui ont fait recirculer les messages, les invitations, les vidéos qui sont considérés comme criminels et coupables, et exercer sur eux les pressions que permet la loi, ne serait-ce que pour qu'ils cessent de contribuer à la propagation et à la diffusion de ces idées saumâtres et noirâtres. Le travail sera surtout un travail de vigilance, de dépistage, et ensuite, il faut dans un second temps, il faut pouvoir offrir rapidement, et on l'a vu, c'est ce qui a cruellement fait défaut dans l'affaire du professeur Samuel Paty, on doit pouvoir offrir la protection des forces de l'ordre à ceux qui sont menacés, de manière à ce qu'ils soient protégés. Et troisième point, je pense qu'il faut là encore développer un effort de pédagogie important dans les écoles, auprès de nos enfants, pour leur expliquer ce qui est bien et ce qui est mal, même si ça peut paraître très basique et très naïf ou cuculapraline, si vous me passez l'expression. On en est arrivé là. Il faut se rendre compte du niveau qui peut exister dans certains de nos quartiers populaires où l'école est largement prise en défaut. Ça peut être corrigé si on met des moyens. On a déjà commencé au primaire. Je pense qu'un plan Marshall de l'éducation, dans cette période où il y a beaucoup d'argent, avec un contrôle de l'emploi des budgets qui serait accordé, serait sans doute un bon investissement pour l'avenir. On parle sur ces malheureux événements qui sont fomentés depuis quelques années maintenant, d'individus souvent repérés, suivis, fichés S, radicalisés, mais qui malgré tout, effectivement, échappent à tout contrôle, parce qu'on a bien compris qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour prévenir ou pour surveiller ces personnes-là, mais sur les mesures qui consisteraient, par exemple, à renvoyer dans son pays d'origine une personne qui a été arrêtée pour ce genre de, tentative de radicalisation, vous en pensez quoi? Ou fait avéré de radicalisation?
il faut que les sanctions soient proportionnelles à la faute. Ça dépend où est-ce qu'on place le curseur. Si quelqu'un est clairement engagé dans un processus où il y a des projets nuisibles, néfastes, meurtriers, criminels, évidemment, il n'y a probablement aucun scrupule à avoir à le renvoyer dans son pays, à le remettre aux autorités de son pays d'origine. C'est beaucoup plus compliqué, on le voit bien, pour les forces de police, de dépister le moment où le simple soupçon eh bien, on se transforme au passage à l'acte. Ça, je ne sais pas quel est le fin limier qui est capable d'arriver à cela. C'est très, très compliqué. Et c'est encore plus compliqué de renvoyer dans le pays d'origine des gens dont le pays d'origine est la France. Et c'est là où les Athéniens s'atteignirent et où on se trouve dans une sorte d'impasse. D'autre part, je crois qu'il faut se méfier avec les mesures préemptives, car on ne peut pas mettre les gens en prison de manière préemptive avant qu'ils n'aient commis d'acte. C'est très compliqué, ça. Donc, ce sont des solutions qui sont souvent proposées par des géotrouve-tout ou des professeurs folding. Et qui sont souvent dénoncés, dénoncés par les ligues de défense des droits de l'homme, par exemple. Bien sûr, très difficile de mettre en place des mesures arbitraires pour des intentions qui ne sont pas avérées. On craint toujours. La France est un pays de droit et nous avons beaucoup de chance de vivre dans un pays de droit et il faut que nous continuions de pouvoir vivre dans un pays de droit. Je disais, on l'a vécu il y a un peu plus de 5 ans de cela. La succession d'événements nous fait inquiéter d'un avenir pas forcément très, très heureux. On a toujours peur dans ces cas-là que ce type d'événement suscite d'autres vocations. On a peur des autres vocations, bien sûr. Moi, j'ai aussi peur de l'amalgame. Ça fait plusieurs années que je suis inquiet. Ça fait plusieurs années que je prends des positions justement parce que je suis inquiet et parce que je pense que le vivre ensemble dans ce pays magnifique qu'est la France vaut le coup. Et nos concitoyens devraient se sentir plus concernés par cela. Peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, on regrettera de ne pas avoir agi plus fort, de ne pas avoir agi plus vite, de ne s'être pas engagé. Et moi, je ne voudrais pas me trouver dans cette situation. Et c'est ce qui motive mes engagements. Le militant engagé associatif que vous êtes, effectivement également médecin, comme je le disais, des mesures de reconfinement ont été décidées pas plus tard qu'hier par le gouvernement. Qu'en pensez-vous? C'est une goutte d'eau? C'est trop tard? Écoutez, j'espère que ce n'est pas trop tard. Je suis convaincu que ces mesures de reconfinement vont faire sentir leurs effets comme le confinement précédent l'avait fait sentir. Peut-être que l'effet sera un peu moindre puisque finalement c'est un confinement light, si vous me passez le terme un peu en franglais. Je suis pour ma part convaincu que 4 semaines ne suffiront pas compte tenu des délais d'incubation de l'infection, et qu'on sera plus sur 6 semaines, 2 mois, avec peut-être beaucoup plus, et si la situation le permet, une générosité qui nous serait accordée pour la période des fêtes de fin d'année, pour que les gens puissent circuler, se voir et se retrouver en famille. Mais tout cela va dépendre du nombre de malades, du taux d'occupation, des lits conventionnels d'hospitalisation, des lits de réanimation et de la saturation du système de santé. Saturation qui risque d'intervenir plus facilement cette fois-ci que lors de la première vague, puisque vont coexister les pathologies saisonnières type grippe avec cette pathologie émergente, la Covid-19. Beaucoup de voix s'élèvent en disant qu'on n'a pas su tirer les leçons de la première vague, et qu'on a eu beau crier depuis des semaines, des mois qu'il y aurait une deuxième vague, et qu'on a l'impression effectivement qu'on est en plein dedans et que les mesures n'ont pas été prises, pas été prises au sérieux. Je ne crois pas que les mesures n'aient pas été prises au sérieux. Je pense qu'il était très difficile de à la fois satisfaire ceux qui voulaient toujours plus de mesures et ceux qui venaient pleurer dans les ministères, parce que, à juste titre d'ailleurs, parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Toutes ces entreprises, il faut penser à la situation des hôtels, des restaurants, des cinémas, des salles de spectacle, tous ces petits commerçants qui vont de nouveau devoir baisser le rideau et voir leur chiffre d'affaires en berne avec des frais qui courent. Donc, il est assez difficile dans cette situation de trancher. Le jugement de Salomon où on coupe en deux, c'est dans la Bible, dans la vie courante, c'est beaucoup plus compliqué. Alors peut-être qu'on aurait dû reconfiner plus tôt, peut-être qu'on aurait dû être plus incisif sur les comportements qu'on a pu constater tout à chacun dans les bars, restaurants. Pas plus tard qu'hier soir. Pas plus tard qu'hier soir. Après, c'est une question de responsabilité individuelle.
je suis quand même assez désarmé par l'indolence dont nous pouvons tous faire preuve à un certain moment. Mais peut-être parce que moi, j'ai le triste privilège d'avoir vu les malades, d'avoir vu les gens qui s'éteignaient. Donc, j'ai une autre vigie, j'ai une autre gouverne. Peut-être faudrait-il réfléchir à des publicités aussi virulentes que celles que l'on fait pour dissuader les gens de fumer ou pour avoir un comportement plus responsable sur la route. Peut-être que si, ceci toucherait un peu plus ceux qui se croient protégés. Parce qu'on est loin du traitement miracle, docteur Sefessine, et on est même loin des vaccins dont on évoquait effectivement le fait qu'ils étaient déjà testés. On n'y est pas, le traitement n'est pas pour demain, ni pour après-demain d'ailleurs. Écoutez, sur les traitements, on a progressé sur les traitements de certains symptômes, et les traitements symptomatiques. On n'a pas de traitement curatif. Sur la question du vaccin, je pense qu'il va falloir être encore patient. Si jamais on arrivait à avoir un vaccin au mois de juin, ce serait déjà une énorme performance scientifique. Les délais de développement d'un vaccin sont très très longs. Il y a certaines pathologies pour lesquelles, malgré des recherches, malgré des fonds investis, on n'a jamais réussi à développer de vaccin. Je pense par exemple au sida ou au paludisme. Peut-être pour conclure, le citoyen français que vous êtes est inquiet pour l'avenir, d'une manière générale, de par la situation sanitaire et puis les événements qu'on traverse depuis quelques semaines, quelques mois. Écoutez, je vais essayer de garder mon bon naturel. Je dirais que je suis d'un pessimisme souriant. Merci, docteur Sefessine.